Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Mama Librée, un podcast qui vous inspire et vous informe sur le sujet de la naissance et vous redonne votre pouvoir, votre liberté de la conception au postpartum. On parlera ici de naissance physiologique, d'allaitement, de conception, de préconception, de préparation à la naissance et bien sûr de postpartum. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez aller plus loin, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et retrouvez-nous sur notre nouveau site mamalibrée.co, un site sur lequel vous retrouverez plein d'informations, de ressources, tout ce dont vous avez besoin pour vivre la maternité qui vous correspond. C'est la nouvelle plateforme mamalibrée.co, une plateforme sur laquelle vous allez retrouver des informations, des articles de blog, mais aussi sur laquelle vous allez pouvoir vous abonner pour avoir un accompagnement global sur l'alimentation, le yoga prénatal, des relaxations et encore beaucoup de contenu à venir. À très bientôt sur Mama Librée. Bonjour Gisèle. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui derrière le micro pour le podcast Mama Librée. J'ai vraiment grand plaisir à te recevoir et je te remercie de m'accorder ton temps. J'aimerais beaucoup que tu te présentes. Donc Gisèle, on se connaît depuis quelques années maintenant, puisque mon fils va avoir 7 ans et que tu m'as accompagnée pour mes 2 accouchements à domicile. Donc je voulais que tu nous partages un peu qui tu es et en tant que sage-femme, puisque tu es une sage-femme hors du commun à mes yeux, qui croit vraiment, je trouve, dans le pouvoir de la femme et de la vie. Et j'aimerais beaucoup que tu partages ton expérience dans ce podcast. Bonjour, oui, c'est super. Je vois pourquoi, en fait, je suis une sage-femme particulière à tes yeux. Et merci de m'avoir fait confiance et je vois que ça reste. En fait, je suis sage-femme depuis 1992 et j'ai commencé à accompagner les parents qui accouchent à domicile. Voilà pourquoi tu dis, je pense que je suis peut-être... une sage-femme peut-être particulière, on va dire, depuis 1998, juste après la naissance de mes 2 filles. Donc en 1998, j'ai rencontré une sage-femme qui s'appelait Mireille et qui accompagnait à domicile. Et voilà, j'ai passé une après-midi avec elle, j'ai trouvé que c'était vraiment super, c'était une pratique particulière où vraiment la sage-femme était très à l'écoute des parents. Et puis, il y avait aussi la notion que la sage-femme s'occupait d'une famille et d'une seule en même temps. Et ça me paraissait vraiment très, très important. De la disponibilité, en fait. Ouais, aussi, oui. Quand vous êtes là, vous êtes 100% avec nous, complètement, c'est vrai. D'où, d'ailleurs, cette relation qui se crée de nous le couple, le bébé à naître et vous, toi en tant que sage-femme, c'est-à-dire que là c'est un moment privilégié, c'est un moment tellement, tu mets tout cet ordre, même parfois cette notion de c'est un moment sacré, l'arrivée d'une personne sur terre. Et oui, et c'est un moment sacré, c'est clair, et c'est aussi vraiment le temps pour ce couple, quoi, qu'on puisse prendre le temps. Et ça me semble important à ce moment-là. Si on ne prend pas le temps à ce moment-là, au moment de l'arrivée d'un enfant, mais comment on va faire par la suite du coup ? Alors c'est vrai qu'en plus on est dans un monde où tout va vite, donc malheureusement la naissance maintenant, elle va dans le même chemin où tout va vite. Mais je pense que aussi aujourd'hui, il y a aussi un retour en arrière quand même, et il y a beaucoup de slow. Ouais, c'est vrai, on parle de plus en plus de ce phénomène de ralentir. Voilà. Tout le monde a bien envie de ralentir et du coup, l'accouchement à domicile en fait partie. Voilà, donc du coup, j'ai commencé donc, en 1998 à accompagner les parents et j'ai quasiment pas cessé de temps en temps, j'ai quand même pris quelques vacances, mais voilà, j'ai quasiment pas cessé et donc depuis maintenant 24 ans, j'ai ce plaisir d'accompagner les parents sur ce chemin. Et ils m'ont beaucoup appris, je dois dire. Vraiment, je crois on va dire qu'ils m'ont certainement autant appris que moi, peut-être que ce que j'ai pu donner.
mais j'ai vraiment appris petit à petit, en fait, toute la physiologie. Parce que ça aussi, quand on pratique à domicile, eh bien, on a besoin de réapprendre ou d'apprendre, hein, parce que moi, je connaissais vraiment pas beaucoup, en fait, et j'ai vraiment dû apprendre ce que c'était que la physiologie. Et je dirais pas seulement d'apprendre la physiologie, mais ce que c'est la physiologie pour chaque femme. Et ça, on n'a jamais fini d'apprendre, parce que c'est tout un chemin. Et, c'est unique pour chacune. Ouais, tout à fait, ouais. Dans l'accouchement à domicile, quand tu as commencé en 98, c'était quoi le cadre? Est-ce que c'était... j'ai l'impression aujourd'hui que c'est quand même de plus en plus compliqué d'exercer et que est-ce qu'en 98, on en était déjà là dans cette complexité d'exercer le métier de sage-femme à domicile ou... Alors je pense que on était dans la complexité aussi. Hein. Moi, j'ai l'impression d'avoir toujours vécu que c'était complexe. Après, c'était pas de la même façon. À l'époque, en 98, moi j'ai le souvenir que c'était même assez violent avec le monde médical, même pas assez, c'était très violent. J'ai le souvenir qu'on nous hurlait dessus, il y avait des paroles qui étaient très très violentes. Donc il y avait beaucoup ça, ce qui a beaucoup changé aujourd'hui. On va dire au niveau relation en tant que telle, ça a quand même beaucoup changé. Par contre, à l'époque, on ne nous faisait pas des procès comme on peut en voir aujourd'hui. Donc j'ai envie de dire que la violence, elle s'est peut-être un petit peu déplacée. Elle se fait différemment. Mais oui, ça a toujours été difficile, ça a toujours été à la marge. Moi, j'ai toujours connu ça. Les sages-femmes à domicile, ça a toujours été les sages-femmes qui faisaient quelque chose de pas bien. Ça a toujours été vu comme ça quand même, comme on pourrait dire, oui, parfois on dit de la sorcellerie, mais voilà, il y a toujours quand même cette image-là. Alors que c'est tellement loin de ça. Après, nous, de notre côté, par contre, je dirais qu'il y a 24 ans, c'était pas du tout cadré. On se connaissait pas, donc chaque sage-femme, pratiquait et c'était pas mal, hein, parce que on avait notre diplôme de sage-femme, hein, donc on pratiquait comme une sage-femme, donc voilà, mais on n'était pas regroupés. Alors qu'aujourd'hui, et moi, là, je rends vraiment hommage à toutes les sages-femmes qui ont monté l'association de la PAAD, l'association professionnelle de l'accouchement accompagné à domicile. Ouais. D'ailleurs, qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Ils ont fait un super compte Instagram, je vous invite vraiment à aller le regarder. Donc c'est APAAD. Oui. Et il donne beaucoup de contenu si c'est quelque chose qui intéresse sur l'accouchement à domicile et sur aussi où on en est aujourd'hui au niveau de la législation. Et puis, comme on l'évoquait tout à l'heure hors antenne, est-ce que vous traversez là, maintenant a priori le dossier est clos, l'accouchement à domicile ne fera pas partie de l'accompagnement global. C'est ce que tu me disais tout à l'heure. Donc, oui. Là, c'est encore autre chose, mais oui, je vais en parler. Mais ce que je voudrais dire par rapport à l'APAD, c'est que ça a quand même vraiment donné un cadre aux sages-femmes, puisqu'on a même monté des formations. Et donc, du coup, on s'est regroupés pour avoir, on va dire, une base commune d'accompagnement. Et avec des formations où on a une formation sur la physiologie et on a une formation sur les gestes d'urgence. Voilà. Après, on rentre aussi tous nos dossiers, donc on est de plus en plus visible. Alors, qui veut bien regarder nos chiffres, hein, parce que pareil, hein, on aimerait bien que les chiffres puissent être publiés, retenus, regardés par nos instances. Mais pour l'instant, quand on essaye de communiquer avec les instances, eh bien, on n'a pas vraiment de retour. Par exemple, je peux donner l'exemple du Conseil de l'Ordre des sages-femmes. Ça fait plusieurs fois, ça doit faire au moins 5 fois, mais je pense que ça fait même plus. Ça fait plusieurs années où on essaye d'avoir des rendez-vous pour
parler, pour poser des choses sur l'accouchement à domicile, et on refuse de nous recevoir. Donc voilà, donc ça, c'est des situations qui font que bien sûr, ça a du mal à avancer, et on a du mal à travailler tous ensemble, et à du coup être dans le système. Ouais, bien sûr. Oui, pour l'instant, il y a plutôt une volonté d'exclusion que d'inclusion, en fait. Carrément. Par contre, en revanche, donc, on peut parler du travail des réseaux qui a été fait, et là, qui est plutôt dans cette volonté, dans une direction d'inclusion. Oui, tout à fait. Là, cette année, il y a eu un grand travail qui a été fait entre les réseaux périnataux et les sages-femmes qui pratiquent l'accouchement à domicile. Et là, ça a été un grand travail de rapprochement, pour pouvoir travailler ensemble. Et c'est très bien. C'est forcément positif. C'est positif pour les professionnels, mais c'est positif aussi pour les parents qui bénéficieront de l'accompagnement en accouchement à domicile. Oui, bien sûr, il y a cette notion. Donc, comme je te disais tout à l'heure, hors micro, c'était vraiment... moi, l'idée de cet épisode, c'était de un peu quelque part... alors, ça suffira pas un épisode, mais démocratiser l'accouchement à domicile. En parler pour que ça fasse moins peur. Et pour que ça fasse moins peur, c'est comme tout, il faut déjà être au courant, savoir. Il y a beaucoup de parents qui parlent de la peur que ça se passe mal, la peur... en fait, des peurs qui sont juste parfois injustifiées, parce que derrière, il n'y a pas de fondement, c'est juste l'inconnu qui fait peur. Bien sûr, oui, puisque les chiffres montrent bien qu'il n'y a pas de quoi avoir peur, puisque les chiffres de l'APAD, de l'APAD, de l'association APAD, sont tout à fait honorables. Et c'est vrai que ce qui serait logique, si on voulait laisser le choix aux parents, ça serait qu'en début de grossesse, leur soit présenté aussi bien l'accouchement en maternité, qu'en plateau technique, qu'en maison de naissance, qu'à domicile. Mais complètement, que ce choix, en fait, cette liberté de choix, tu vois, moi, c'était pour ça que j'ai fait ce podcast Mama Libré, c'était, en fait, vous avez le choix. Et pour avoir le choix, il faut connaître. Et comment tu veux faire un choix quand tu sais même pas quelles sont tes possibilités. Et dans chacune des possibilités, donc j'ai fait un épisode déjà sur la maison de naissance. Il y a eu des témoignages de gens qui ont accouché en plateau technique, d'autres à l'hôpital de façon conventionnelle, normale. Et l'idée, c'était vraiment l'accouchement à domicile, finalement, comment ça se passe? Et comment, toi, quand tu reçois les parents, dans quel cas tu te dis... Parce que j'ai souvenir qu'il y a quelque chose quand même de très strict dans l'accouchement à domicile. Dans quel cas on peut ou pas accoucher à domicile? Il faut vraiment être dans une grossesse physiologique. Et aussi, comment ça se passe lors de l'accouchement et comment on assure finalement la sécurité des parents qui est... Moi, j'ai eu ce sentiment-là en ayant accouché 2 fois à la maison, qui est blindé et surblindé quelque part. Ok, là, il y a un minime risque du si, une cascade de si, donc on ne le prend pas et voilà, on est transféré à l'hôpital. Alors tout à fait, donc la première fois qu'on voit des parents qui font la démarche de vouloir accoucher à domicile, donc on va faire un questionnaire d'éligibilité pour savoir si effectivement c'est possible pour eux d'accoucher à domicile. Donc on va regarder les antécédents, la grossesse, comment elle s'est mise en place, comment est-ce qu'il y a des choses particulières pendant la grossesse, voilà, donc tout ça est pris en compte pour savoir si oui ou non c'est correct d'accoucher à domicile. Et donc il s'agit de femmes qu'on dit être à bas risque, voilà, pour pouvoir accoucher à domicile. Et tout ça est revu encore pendant toute la grossesse. Les parents le savent, qu'on peut potentiellement pouvoir accoucher à domicile. Et puis si pendant la grossesse, sur la fin de la grossesse, il y a quelque chose de particulier, eh ben, peut-être qu'on ne pourra plus accoucher à domicile. Et puis pendant l'accouchement, voilà, c'est pareil. Mais bien sûr qu'au final, on est d'accord qu'il y a quand même une grande partie de la population qui peut accoucher à domicile, parce qu'heureusement, on est en France et du coup, la plupart des femmes sont quand même en bonne santé. Donc voilà.
Et puis, moi, ce que j'aime dire aussi, c'est que pour pouvoir accoucher à domicile, justement, je dis on est en France, et ça, c'est important aussi. Et c'est ce qui est un peu dommage, c'est que on est en France, on a, j'ai envie de dire, on a tout pour accoucher à domicile. On a une super organisation, on a des services de secours qui sont très performants en France. Donc, franchement, tout est mis en place pour que ça puisse se faire. Et malheureusement, voilà, c'est dénigré et ça a du mal. Alors là, pour rentrer un peu dans les choses, tu vois, qui pourraient faire peur, et ben, je sais que pour toi, ça va paraître quelque chose de bateau, hein, mais c'est quoi les risques, finalement, d'un accouchement ben, voilà, quand on est dans la physiologie, qu'est-ce qui peut se passer, et pour mettre des mots dessus, là, et qu'est-ce qui peut vraiment faire peur, et c'est quoi au pire de ce qui peut se passer? Les difficultés de l'accouchement, tu veux dire? Ce qui peut se passer, c'est que par exemple, le travail soit trop long et que la femme ne supporte pas, voilà, ne supporte plus à un moment donné les contractions, pour X ou Y raison, hein, et peu importe la raison, de toute façon, à partir du moment où la maman ne supporterait pas les contractions, ça veut dire qu'il faudra rejoindre la maternité, parce que là, ça demandera d'être technicisé. Donc voilà, ça peut être ça. C'est important que tu dises que quand on est à la maison, il n'y a pas d'intervention médicale. Voilà, il n'y a pas d'intervention technique du tout. Donc pas de péridurale. Si urgence. Voilà. Si urgence, on va mettre de la technique pour assurer la première urgence. Et puis ensuite, on va aller à l'hôpital. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est la première raison qui peut se passer. La deuxième raison, c'est un bébé par exemple qui va avoir des anomalies de son rythme, c'est comme ça hein, qu'on voit que le bébé ne supporte plus, voilà, en tout cas ne supporte pas aussi bien qu'on le voudrait les contractions utérines, on va dire. Donc du coup, bah, pareil, dans ce cas-là, on va rejoindre la maternité. Alors pareil, hein, nous ce qu'on appelle anomalies de rythme, ça va vraiment être des toutes petites anomalies de rythme. Dès qu'il y a des petites anomalies de rythme, nous de toute façon on va rejoindre la maternité. Et même il y a des fois où on va avoir des petites anomalies de rythme du bébé, et puis finalement arrivé à la maternité, ça va aller bien. Mais c'est pas grave, voilà, mais on est à domicile, donc du coup on prend pas les mêmes critères qu'à la maternité. Voilà, ça c'est normal. Voilà. Ensuite, ce qui peut se passer, c'est que y a par exemple un bébé qui descende pas, voilà, qui sorte pas, on va dire. Hein. La maman, elle est en train de faire des efforts pour faire sortir son bébé, et puis finalement le bébé ne trouve pas le chemin, ou je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, voilà, la naissance ne se fait pas. Pareil, on va pouvoir rejoindre la maternité. C'est très rare hein, quand ça arrive, mais voilà, mais on rejoint la maternité. C'est pour ça aussi que les femmes, on leur demande, en tout cas la plupart des sages-femmes posent cette condition, et on demande aux parents d'être à une demi-heure de la maternité, pour que ce soit plus confortable aussi, si jamais il y a besoin d'aller à l'hôpital, qu'on n'ait pas des heures de route. Donc on est d'accord, je le répète, on est en France, donc on n'est pas non plus sur des chemins de brousse, hein. Donc, et puis on a des voitures, et puis au besoin on appelle l'ambulance, voilà, et donc du coup, voilà, on va rejoindre la maternité dans des conditions tout à fait correctes et rapides. Voilà. Et puis ensuite, il peut se passer aussi qu'une maman saigne trop après l'accouchement, ce qu'on appelle une hémorragie. Donc là, on va faire des gestes de première urgence. Et le risque majeur dans un accouchement, si j'ai bien... disons que l'hémorragie de la délivrance, c'est toujours le risque qu'on redoute le plus dans un accouchement. C'est surtout ça. Tu sais, ça peut paraître banal pour toi, mais moi, avant d'être enceinte, je ne savais pas que c'était... finalement, mon imaginaire m'emmenait dans plein de choses, et j'avais peur de... Je sais même pas de quoi j'avais peur, finalement, avant de faire la préparation à l'accouchement et de connaître, d'apprendre la physiologie de c'est quoi la naissance. Et du coup, c'est que pendant cette préparation que j'ai compris, le danger, entre guillemets, majeur, il est presque une fois que mon bébé est sorti, et que là, il peut y avoir une hémorragie de la délivrance quand le placenta sort, mais pas complètement, et que... Et là, il y a un risque majeur pour la maman.
Oui, tout à fait. Et les sages-femmes, pareil. Donc, toutes les sages-femmes qui pratiquent l'accompagnement de l'accouchement à domicile sont sages-femmes. Et donc, du coup, elles ont toute la possibilité, donc déjà de quantifier le sang. Ensuite, elles ont toute la possibilité d'injecter de l'ocytocine. C'est la première chose, une des premières choses à faire. Si jamais une femme fait une hémorragie, vider la vessie de la maman, s'il faut aller chercher le placenta à l'intérieur de l'utérus, eh ben c'est possible que ce soit fait à domicile. Voilà. Et tous ces gestes-là, c'est exactement les mêmes que de toute façon, on va avoir besoin de faire à l'hôpital si on accouche à l'hôpital. D'accord. Voilà. Donc pendant tout ce temps-là où tous ces gestes-là sont faits, eh ben, on aura appelé le SAMU. Et là, le SAMU vient et puis il emmènera la femme à l'hôpital. Donc voilà, souvent les parents pensent, enfin les gens pensent que les sages-femmes qui accompagnent à domicile ont les mains dans les poches et n'ont aucun matériel et ne font rien quand il y a une difficulté. De ton coffre. Oui, voilà, on a plutôt un coffre bien rempli voilà, de matériel. Sans parler de tout ce que nous, on prévoit aussi en tant que parents. Voilà, et les parents, bien sûr, on leur demande aussi d'acheter du matériel qui pourrait y avoir besoin. Voilà. Il y a aussi, moi je peux en témoigner, il y a aussi quand le liquide amniotique est teinté. Voilà, pareil, ça peut faire aussi partie des raisons de partir à l'hôpital, n'est-ce pas? Tu es bien au courant. Donc le liquide, quand il est teinté, eh ben pareil, on ne va pas attendre à domicile qu'il y ait une difficulté. Le liquide teinté, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème, mais potentiellement, en tout cas, il y a plus de risques. Et donc, du coup, on le sait. Et en formation avec la PAD, on le dit et on le répète. Liquide teinté, ça veut dire qu'on va à l'hôpital. Oui, on le sait en tant que parent, on est prêt. En fait, on sait dans quel cas on va à l'hôpital quand on est préparé. Oui, alors il y a ça aussi. Ça, c'est vraiment très, très important. C'est la préparation à l'accouchement. Et en France, pareil. On a la chance. C'est pas comme dans certains pays. Moi, je vois cet été, je suis allée au Maroc. Au Maroc, malheureusement, la plupart des femmes, je suis allée dans une grosse maternité au Maroc, à Tiznit, 3000 accouchements par an, les femmes, il n'y en a quasiment aucune qui fait de la préparation à l'accouchement. Elles sont conviées pour en faire, mais par contre, voilà, c'est pas leur culture, elles n'y voient pas l'intérêt, elles le font pas. Chez nous, on a la chance que les femmes sont préparées à l'accouchement, et ça, c'est vraiment bien. Parce que les parents savent les choses, ils sont prêts, nous, tous les parents savent qu'il faut préparer une valise, ils ont une voiture si jamais il faut partir, qu'il n'y a pas besoin de médicalisation. Si jamais il y a besoin d'une médicalisation, on a des SAMU qui sont quand même, en tout cas, rapides. Il y a la sage-femme qui accompagne l'accouchement à domicile, qui peut aller dans la voiture du SAMU pour continuer les soins. Voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était un accompagnement justement en luxe, quelque part. Quand on entend les témoignages aujourd'hui, finalement, par manque d'effectifs et la surcharge de travail qui se trouve dans les hôpitaux et dans les maternités, là, on a 2 sages-femmes juste pour nous à domicile, plus notre conjoint, plus notre cocon. Enfin, c'est la version luxe de la naissance, quelque part. Oui, on peut dire ça. C'est la version luxe. Et ce qui serait luxe, c'est vraiment qu'on se mette tous ensemble pour que, justement, les parents puissent choisir, puissent être dans la physiologie s'ils le souhaitent. Mais qui dit physiologie dit avoir sa sage-femme. Parce que c'est bien beau de vouloir faire des pôles physiologiques, mais si c'est faire des pôles physiologiques, mais laisser les parents se débrouiller tout seuls, on n'est pas dans la physiologie, à mon sens. Parce que quand on est dans la physiologie, ça veut dire qu'il faut être extrêmement dans l'observation, et être dans l'observation avec tous ses sens, et être présent tout le temps en tant que professionnel, pour justement pouvoir intervenir dès les premiers moments, pouvoir aider la femme à se mobiliser, ça demande vraiment d'être très 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 présent. Une qualité de présence plus. Oui. Sinon on ne peut pas dire qu'on fasse de la physiologie.
Je me permets de revenir sur cette histoire du liquide teinté. En fait, par exemple, c'est quoi un liquide teinté pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est et ça serait quoi les conséquences? Alors, liquide teinté, en fait, ça veut dire que le bébé a émis du méconium, c'est-à-dire des sels, dans le liquide amniotique à un moment donné. Donc, le liquide, il est d'une couleur... Normalement, il est clair. Okay. Voilà, donc la physiologie, la normalité, c'est que le liquide est clair, oui, presque transparent, pas tout à fait, mais en tout cas très clair. C'est clair quand on le voit. et puis, il se peut, à un moment donné, qu'il y ait un peu de sel, ou beaucoup, dans le liquide amniotique, et ça veut dire qu'à un moment donné, on ne sait pas forcément quand, à un moment donné, il y a eu un stress. Donc voilà, le stress, on va dire, c'est le début du bébé qui potentiellement, peut-être à un moment donné, n'irait pas bien. Donc à partir du moment où on sait qu'à un moment donné, il y a eu un stress, bon, ben dans ce cas-là, on va rejoindre la maternité. Voilà. C'est typique de montrer à quel point, en fait, on n'attend vraiment pas que les pathologies s'instaurent. Il y a aussi un risque éventuellement, mais là ça fait beaucoup de si, d'infection respiratoire, si oui, jamais il inhale et qu'en plus ça allait dans voilà. Alors, l'autre chose, c'est qu'il y a la cause du liquide teinté, mais ça, à la limite, on n'a même pas besoin de la savoir. De toute façon, ce n'est pas le propos quand on accompagne à domicile. Mais par contre, à partir du moment où il y a un liquide teinté, on sait qu'il y aura encore peu de risques d'intervention. Mais si jamais il y a une intervention pour le bébé, elle sera quand même plus compliquée. Donc, du coup, c'est pour cette raison que du coup, on préfère rejoindre la maternité. Et encore, les sages-femmes, bien sûr, sont formées si jamais un bébé va pas bien à la naissance, parce que ça peut arriver qu'un bébé va pas bien à la naissance. Alors c'est quelque chose qui est rare. Moi, par exemple, en 24 ans, j'ai réanimé 2 bébés. Voilà. Sur combien d'accouchements, tu sais combien t'en as fait? 1000 et quelques. Voilà. Donc ça veut dire que voilà, c'est pas fréquent, mais ça peut arriver. Et pareil, si jamais il y a un bébé qui a une difficulté d'adaptation à la naissance, eh ben, les sages-femmes, elles n'ont pas les mains dans les poches. Dans ce cas-là, elles vont pouvoir ventiler le bébé. On a tout un masque de ventilation, on va pouvoir l'aspirer. Et une fois qu'on a ventilé, aspiré un bébé, vraiment, c'est vraiment rare qu'il y ait vraiment besoin d'autre chose. Quand le bébé est né à terme et qu'on est dans le bas risque de la maternité. Et c'est quoi les hauts risques de la maternité? Tu pourrais nous en citer quelques-uns, juste pour avoir une idée comme ça d'une femme qui nous écoute et qui se dit bah tiens, moi, est-ce que je suis à bas risque, moyen, haut, où est-ce que je me situe? Alors, par exemple, une femme qui a de l'hypertension pendant la grossesse, là, par exemple, on est à haut risque. On sait qu'il y aura quand même plus de possibilités de difficultés à l'accouchement. Par exemple, une femme qui a un placenta qui n'est pas bien inséré. Ah oui, c'est le placenta prévia ou placenta bas inséré. D'accord. Là, par exemple, on n'accompagnera pas à domicile. Par exemple, une femme qui a du diabète qui n'est pas équilibré, parce que bon, on peut avoir une intolérance au sucre bien équilibrée. Bon, bah là, voilà, c'est simplement qu'il faut faire attention pour bien s'équilibrer. Mais voilà, ça, c'est pas forcément un souci. Mais par contre, un diabète gestationnel qui n'est pas équilibré, bien sûr. Là, on sait qu'il y aura plus de difficultés possibles. Donc, ça me fait penser, par exemple, quelqu'un qui a une pathologie comme un diabète de type 1 et cette femme, elle est exclue de l'accouchement. Par exemple, voilà. Là, par exemple, elle est exclue. Par exemple, une femme qui a une maladie déjà d'avant l'accouchement. Ouais. Il y a a priori, souvent, elles sont exclues de l'accouchement à domicile. Ok. Et toi, tu dirais que dans la physiologie, est-ce que tu serais d'accord juste pour nous donner un peu une trame de ce que tu dis en préparation de c'est quoi la physiologie de la naissance? Alors, la physiologie de la naissance, c'est un accouchement donc, qui se déclenche spontanément, où le travail est tout à fait
tolérable pour la femme. Voilà, moi je dis toujours, hein, les contractions, ça doit toujours être ok pour la femme, ça doit être tolérable. C'est intense, mais ça doit rester tout à fait tolérable pour la femme. Ça doit se faire dans des temps quand même voilà, qui sont aussi raisonnables, mais ça va aussi avec le vécu de la femme, parce que chacune a son vécu. Donc il y a des femmes qui vont supporter par contre quand même plus de temps et d'autres moins de temps. D'abord parce que ça peut être plus long mais moins intense, et puis des fois au contraire très court mais très intense. Donc voilà, donc ça doit être supportable de toute façon pour la femme et pour le bébé bien sûr. Et puis ensuite, la naissance se fait tout à fait spontanément. Ok, super. Voilà, c'est ça mon repère. Merci Gisèle. Merci en tout cas de nous avoir octroyé de ton précieux temps. Je sais que tu as un emploi du temps très chargé. Alors je te remercie du fond du cœur et je te dis à très bientôt. Merci.